Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour être venu sur cette conférence qui a donc pour titre la signature électronique, c'est du concret. Je me présente, je suis Michel Remis, je suis rédacteur en chef du magazine Archimag. Si vous ne connaissez pas le magazine, il est en distribution à l'entrée du salon et nous avons aussi un stand pas très loin d'ici. Alors, signature électronique, si vous êtes là, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous avez peut-être essayé de voir un peu, vous en avez peut-être une connaissance déjà plus ou moins forte. Vous avez peut-être essayé de voir un schéma sur la signature électronique pour en avoir une explication. Et en fait, quand on est face à un schéma de signature électronique, c'est tout de suite assez compliqué. Il y a des flèches dans tous les sens. Il y a des termes barbares qu'on a du mal à comprendre. Ça parle de clés publiques, de clés privées, de chiffrement, d'empreintes, de certificats, de hachage. C'est effectivement à ne rien comprendre. Ça ressemble à un plat de spaghettis, mais ça n'a absolument rien d'appétissant en fait. Donc ici, on va essayer de rendre justement ça appétissant, de vous montrer que la signature électronique, juridiquement et techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche dans l'entreprise. Et en plus, ça peut s'adapter à de très très nombreux processus métiers dans l'entreprise. La signature électronique, c'est quelque chose qui est pratique, qui est fiable et qui est économique. Voilà, donc pour parler de ça, j'ai autour de moi tout d'abord Étienne Plouvier, qui est Global Product Manager chez Worldline. Chacun va ensuite se présenter un petit peu plus en détail. Thomas Kaeb, qui est Senior Sales Manager chez Wacom. Bachir Mokrani, qui est responsable prélèvement flux et monétique chez Parc Indigo. Je ne me tournais pas du bon côté, excusez-moi. Et donc du bon côté, Pierre-Jean Aubourg, qui est manager du département sécurité des transactions électroniques chez Bull. Donc nous allons attaquer les présentations de façon la plus interactive et la plus vivante possible. Et parallèlement, nous sommes là ensemble pour 3 quarts d'heure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour à tous. Donc, Bachir Mokrani, je suis responsable des prélèvements et de la partie monétique chez Indigo Parc, qui était connu auparavant par Vinci Parc. On a changé de nom récemment, il y a 2 mois, il y a 2-3 mois de cela. Donc j'ai été spécifiquement dédié au projet de dématérialisation de la signature et d'implémentation de ce qu'on a appelé le projet SEPA il y a quelques années de ça, en 2014 précisément. Donc Indigo, on est présent dans 16 pays, nous vendons de l'espace, du temps et nous avons 750 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette année 2015. Donc c'est une société historique. On a été longtemps sur la partie sécurité des parcs de stationnement. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus sur une personnalisation, une mobilité de ce que nos clients amont veulent, les villes et nous aussi. Donc c'est un projet ambitieux et on a commencé, on a été les précurseurs sur la signature électronique en proposant ce service de souscription, d'abonnement et de mandat SEPA sur nos parcs de stationnement. Bonjour, donc je suis Étienne Plouvier, j'ai en charge le portefeuille des offres de dématérialisation chez Worldline. Donc Worldline, c'est une grosse société spécialisée dans les transactions électroniques, principalement dans le monde du paiement. On est une filiale à 100% du groupe Atos. Vous avez quelques chiffres et la présentation sera disponible pour ceux qui le souhaitent. Alors nous, on est ici pour vous parler de dématérialisation. Et on est crédible, je pense, sur ce sujet-là par rapport aux chiffres que vous voyez ici. C'est-à-dire le nombre de transactions que l'on gère, que ce soit en signature, en documents électroniques échangés ou en archivage à vocation probatoire. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis donc Thomas Kaeb, je travaille chez Wacom depuis presque 10 ans. Et je m'occupe donc maintenant de la partie signature électronique chez Wacom. Peut-être certains connaissent déjà cette société.
certainement moins connu que Indigo Park ou Worldline, mais très connu pour les artistes qui sont dans le numérique, puisqu'ils utilisent des tablettes graphiques qui sont en général des tablettes Wacom. Et sur ce même principe, en fait, cette société japonaise à la base, qui a maintenant déjà un peu plus de 30 ans, spécialisée dans le stylo numérique, s'est développée sur le sujet de la signature électronique, parce qu'effectivement, pour pouvoir signer en numérique, on pouvait également utiliser un stylo comme on le fait sur du papier. Donc sur ce slide, vous avez un aperçu global de nos opérations qui sont principalement en Europe quand même les plus dynamiques. Vous voyez qu'effectivement, on a des installations quand même très importantes, très larges, notamment une qui a du poids, puisque la Caisse d'épargne française s'est équipée en 2014 de nos solutions DTU. Je suis redescendu d'un niveau. C'est tout simplement l'acte de signature qui est facilité, qui est donc sans papier. On arrive à faire du sans papier maintenant de manière très courante pour des actes aussi simples qu'une remise de chèque, faire un virement ou ouvrir un compte. Autrement, effectivement, voilà, on est partenaire de Worldline, donc Worldline est vraiment sur la partie solution, sur la partie software, et Wacom est beaucoup plus sur la partie hardware. Pierre-Jean. Oui, bonjour, Pierre-Jean Bourg, donc je suis de la société Atos, anciennement en fait Bull. Bull a rejoint le groupe Atos depuis maintenant 1 an. Donc au sein d'Atos, en fait Atos est aussi une grande société, donc avec pas mal de monde sur le domaine de la sécurité notamment, c'est notre spécialité. Et l'apport de Bull, en fait, enfin l'intégration de Bull dans le groupe Atos a apporté aussi des experts dans ces domaines de la sécurité depuis 1 an, donc ce qui a renforcé les capacités dans ce domaine du groupe Atos. Donc là, vous avez quelques chiffres pour illustrer, une présence mondiale donc également. Moi, en tant qu'ancien du groupe Bull, donc je représente en fait un domaine d'activité dans le domaine de la sécurité des transactions électroniques. Et à ce titre, en fait, nous sommes éditeurs de solutions logicielles qui renforcent le portefeuille d'activité du groupe Atos. Donc avec des noms, des produits qui s'appellent, qui est une suite Meta, donc Meta PKI, qui est un produit de PKI en fait, qui permet de fabriquer des certificats électroniques, qui est la base, je dirais, de l'identité numérique aujourd'hui et qui sert notamment à la signature électronique avec notre offre MetaSign notamment, qu'on peut mettre en place dans vos systèmes d'information pour produire des signatures électroniques. Donc je ne détaille pas plus que ça. Nous sommes donc éditeurs et intégrateurs de ce type de solutions dans vos systèmes, et également pour fournir les opérateurs de services de confiance qui peuvent délivrer ces activités en mode SaaS, comme Worldline dans le groupe Atos également. Voilà. Merci. Alors soyons tout de suite concrets. On va démarrer par un retour d'expérience et donc le cas d'utilisation présenté par Bachir. Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'était que toutes les sociétés, tous les créanciers qui émettent des prélèvements ont dû passer par le programme SEPA, donc migrer leur système d'information et leurs clients sur cette nouvelle réglementation. Et donc on a comme tous les créanciers, donc on a mis un petit slide pour un peu expliquer cela. Donc le client final doit signer un mandat. La banque ensuite, le créancier envoie un fichier au standard XML en l'occurrence, et la compensation se fait et on s'est appuyé sur les services de Worldline pour archiver nos mandats signés par les clients lors de la souscription. Donc on voulait faire une démonstration dynamique et en live. On n'a pas pu pour des raisons de sécurité puisque nous n'avons pas le VPN et on a mis en face de cela et pour des questions de sécurité, on a développé une interface qui permet aujourd'hui à nos utilisateurs de nos 550 points de vente, donc des parcs de stationnement, de vendre des abonnements et de faire de la souscription d'un mandat SEPA. Donc on a fait finalement une copie d'écran de chacun de la cinématique
qui est faite ou qui est utilisée aujourd'hui. Donc, comme je disais, pour des questions de sécurité, on a développé une interface et nous avons chargé l'annuaire LDAP dans en fait, il y a une question, il y a des web services qui vont interroger notre annuaire LDAP, nos utilisateurs de notre société, d'Indigo. Et donc, il va se loguer avec son mot de passe Windows classique. On a voulu une page très simple. Donc, en fait, c'est la page principale que vous voyez. Il y a 3 parties, le signataire, le client final, donc ça peut être une société également, et les coordonnées bancaires au format IBAN. Donc, c'est la deuxième page. Lorsque l'utilisateur, le chef de parc, l'agent de parc va saisir les données du client, il aura cette page-là où le client va pouvoir regarder à l'écran ce qui a été saisi, ses données personnelles. Il y a cette page-là. Donc la troisième page, c'est que il va y avoir un renvoi sur la tablette, un web service qui va interroger la tablette et qui va solliciter la signature du client que vous voyez à l'écran. Et par la suite, vous avez finalement, voilà, on a un peu schématisé les interactions qui se font aujourd'hui. Donc l'interface développée par Worldline va interroger le cœur du système SEPA, SPS Worldline toujours. On va utiliser les tablettes Wacom pour faire cette signature. Donc c'est très simple, ça a été très simple à utiliser puisque c'est un port USB classique, USB 2.0. On a développé ça, déployé ça en France sur 500 parcs et une cinquantaine de parcs en Belgique et en Allemagne. Voilà, Donc voilà pour l'expérience chez Parc Indigo. Donc on voit bien comment ça marche. Et derrière un peu, quel est le fonctionnement technique, je dirais? Alors, ce qui se passe derrière, c'est que la plateforme, l'interface, développée par Worldline va interroger le noyau SPS d'Atos. La signature se fait, c'est archivé électroniquement dans un coffre-fort tiers de confiance délivré par Atos. On a la possibilité de renvoyer au client cette signature ou ce mandat signé numériquement. Et l'un des points, et c'est ce qu'on voulait également sur l'implémentation de cette tablette-là, c'est de dématérialiser le papier, qui pour tous les créanciers est un sujet. Donc, quand on dit un sujet, ce sont des coûts. Aujourd'hui, c'est 110 000 € d'économiser au travers de cette solution de signature électronique. Donc voilà, ça résume un peu les chiffres que je disais. On a déployé cela depuis 2 ans et demi. On a déployé ces tablettes de signature. On a 36 000 signatures sur cette tablette Wacom. On chiffre à peu près à 110 000 € l'économie paperless. Et on aimerait, sur le futur, déployer cette solution d'e-mandat. Alors, ça ne sera pas la signature électronique, mais ça sera sur des services exposés web. Ce sera de la signature via des OTP SMS, ce qui devrait arriver prochainement sur notre site marchand. Donc, comme on vous le disait, la signature électronique, ça permet de faire des économies. Ça, c'est très bien. Alors, d'une manière peut-être un peu plus générale, quel est le schéma générique d'une souscription dans un point de vente? Alors, le client, lui, va souscrire, va venir sur notre boutique Indigo, va signer un contrat géré par un système de gestion commerciale. Il va signer papier pour le moment et ça sera un des points qu'on veut améliorer. Et il va également signer son mandat sur la tablette, comme nous l'avons présenté.
Les nouvelles opportunités qu'on a vues à implémenter ce système-là, c'est de pouvoir prendre des paiements cross-border, de pouvoir prendre des souscriptions d'abonnements en Belgique, en Allemagne ou sur des IBAN hors France, hors domestique. On a vu qu'on a fait des économies de 110 000 €, donc c'est un gros point positif. Et voilà, on aimerait développer ces services sur le web prochainement en faisant de la souscription de mandats via les services call center ou OTP SMS. Merci. Alors, une tablette Wacom, ça se présente comment ou comment peut-on décrire ça si on ne fait pas vraiment de démo possible en ligne? Je peux, en fait... Bon, premièrement, vous pourrez venir au stand de Worldline ou de Wacom. On peut vous faire une démo. C'est parce qu'ici, dans la salle, il n'y a pas de connectivité Internet, donc c'est un peu problématique. Des tablettes Wacom, ça, c'est un modèle d'exemple. C'est un petit modèle qui permet de capturer la signature électronique uniquement. Donc ça permet d'afficher en fait aux clients, par exemple, ce qu'on fait nous pour différents cas de figure. Si on affiche les cases à cocher, les obligations, je suis d'accord pour les conditions générales de vente, etc. J'ai ça qui s'affiche sur le petit écran et je signe de manière manuscrite avec le stylo Wacom sur la tablette. Il y a une première type de tablette comme ça en noir et blanc. Il y a une type de tablette qui est en couleur. Et ensuite, vous avez des plus grandes tablettes qui permettent de lire complètement le contrat tranquillement et éventuellement de mettre des paraphes sur chacune des pages si c'est nécessaire. Et à la fin, vous déclenchez une signature électronique basée sur un certificat, des solutions de PKI, etc. qu'on peut mettre en place. Et ça marche comment précisément? C'est juste un gris-gris qu'on fait sur un écran. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme technologie? Alors effectivement, la technologie, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les tablettes graphiques connues surtout pour le domaine graphique, donc pouvoir dessiner, c'est basé sur le fait qu'on essaye de retrouver une sensation extrêmement proche de ce qu'on fait sur du papier. Donc ce stylo, c'est pas juste un pointeur de base, on va dire, il va capturer des informations très précises autant sur le pointeur, où est-ce qu'est placé le stylo, comment est-ce qu'on va appuyer sur la tablette, à quel niveau de pression on appuie pour qu'il y ait des niveaux de pression qui soient même éventuellement visuels, qu'on puisse voir qu'à certains endroits on appuie plus fort ou moins fort, et on a effectivement une impression de d'écrire sur du papier. Après, sans rentrer trop dans la technique, mais effectivement, il y a un moteur de capture qui permet de récupérer des informations très précises de cette signature. Évidemment, c'est des tablettes, là, contrairement au domaine graphique, là, on parle de tablettes sécurisées, donc on capture des données cryptées, puisque c'est une donnée très importante, c'est une donnée personnelle, mine de rien, votre signature, elle est personnelle, donc c'est important de pouvoir sécuriser ces données de manière à ce qu'elles rentrent après dans un workflow sécurisé également. Voilà. Et peut-être un complément par rapport à ce qu'on disait, en fait, l'application de la signature manuscrite sur la tablette, c'est quelque part très important pour nos clients au niveau de l'adoption par les utilisateurs en point de vente. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en utilisant ce moyen de consentement, c'est un consentement de l'utilisateur, c'est pratiquement comme avant sur le papier, à part que je signe sur une tablette numérique, mais j'ai un stylo, je signe sur l'écran, et donc il n'y a pas de rejection, il n'y a pas de rejet de la part des utilisateurs par rapport à ça. Il y a un très fort taux d'adoption, donc premièrement, c'est très intéressant. Et ensuite, derrière, en effet, si on veut être conforme vis-à-vis de la loi, des normes, on applique la signature électronique qui va faire foi d'un point de vue légal avec les technologies déployées par Worldline en mode cloud dans le SaaS. Pour continuer à être concret, peut-être un autre cas d'application, cette fois-ci avec BNP Paribas. Alors BNPP n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais m'ont donné l'autorisation de communiquer ce retour d'expérience. BNPP Personal Finance CTLM, on a mis en place le même cas en fait de technologie dans le cloud pour l'obtention de crédits, principalement dans le secteur de la distribution. Donc l'idée, c'est en point de vente, le consommateur arrive, l'opérateur l'identifie,
définit un contrat de crédit pour acheter un bien quelconque. L'opérateur, donc ce qu'il faut bien comprendre pour avoir une valeur légale de la signature électronique, la chose la plus importante au départ va être d'identifier les parties. Si vous n'avez pas d'identification des parties, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez bien contrôlé la personne, la valeur juridique aura, la signature électronique n'aura aucune valeur juridique. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déclencher en mode serveur un certificat électronique et appliquer une signature électronique. Donc, BNPP a fait ceci en contrôlant conformément et correctement l'identité des clients, des consommateurs. Et aujourd'hui, en effet, ils ont déployé à peu près 650 points de vente. Ils font 30 000 signatures par mois aujourd'hui et c'est en mode croissance exponentielle. Et ils ont un très fort taux de satisfaction de la part de leurs clients. Quel est exactement le rôle de Worldline? Parce qu'on voit bien Wacom, ce que fait Wacom, hein, c'est très concret, une tablette. Mais Worldline, précisément, quelle est votre approche? Quel est votre apport par rapport à la solution et vis-à-vis du client? Alors, en fait, Worldline, comme je le disais au départ, hein, le cœur de métier de Worldline, c'est d'héberger et de fournir des services transactionnels pour nos clients, avec un très haut niveau de sécurité, et on est capable de gérer des très grands volumes de transactions. On a une expertise de plusieurs dizaines d'années dans le secteur du paiement, avec les certifications PCI DSS qui vont bien relatifs à ça. On est également un tiers de confiance, avec des solutions logicielles certifiées, que ce soit pour l'authentification des utilisateurs, avec des certificats électroniques, de la signature électronique et également de l'archivage à vocation probatoire. On a été agréé par le CIAF, le service interministériel des archives de France, pour pouvoir héberger des archives publiques. On propose du coffre-fort avec la norme AFNOR NFZ 42020. Donc on est capable de mettre en œuvre, d'orchestrer tous ces services au nom de nos clients dans le cloud, donc ce qui permet en fait d'avoir un CAPEX très faible pour nos clients qui veulent se lancer dans la dématérialisation. Et on a toute l'expertise juridique, fonctionnelle et technique pour les accompagner dans cette transformation digitale. L'agrément SIAF est obligatoire dans ce domaine? L'agrément SIAF est obligatoire pour pouvoir héberger des archives publiques. Il est basé sur la norme NFZ 42013, donc c'est un gage pour le secteur privé de confiance dans la solution et dans les services qu'on peut rendre. Un mot encore peut-être sur l'aspect juridique. La fiabilité juridique est garantie de A jusqu'à Z. Toutes les conditions sont remplies pour que tout soit absolument conforme aux obligations légales et réglementaires? Oui, bien entendu. Alors, sur l'aspect juridique, c'est vraiment le point clé de la transformation digitale et de la signature électronique. Peut-être pour démystifier un petit peu ce qu'on entend sur le marché, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup de bêtises également sur ce sujet-là. Vous devez savoir tous qu'avec le règlement et même avant, tout type de document électronique est recevable en justice. Qu'il soit signé, pas signé, tout type de document électronique est recevable. Tout type de signature électronique est recevable en justice également. Après, la problématique que vous allez avoir, c'est de convaincre le juge du bien fondé du document que vous allez présenter. Pour ce faire, vous avez des normes pour créer des signatures électroniques, pour authentifier les personnes. Vous avez différents niveaux de signature. Signature simple, type double clip, type signature Adobe, fortement utilisée dans les pays anglo-saxons et américains, sur lequel il n'y a pratiquement aucune, je dirais, valeur, aucune certitude, si on met que ça en place, sur l'authenticité des parties. Et ensuite, vous avez la signature avancée. Déjà, là, vous appartenez à un niveau où vous avez été obligé de contrôler l'identité de la personne. Donc, vis-à-vis d'un juge, vous avez déjà un niveau de signature qui a une valeur déjà très forte. Et le plus haut niveau, qui est équivalent à une signature manuscrite aujourd'hui, est la signature qualifiée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la signature électronique qualifiée, le seul moyen de pouvoir appliquer ce type de signature, c'est d'avoir fait un face-à-face, d'avoir fourni un certificat électronique qui doit être sur une carte à puce, aujourd'hui, ou un token USB avec une puce, d'avoir un lecteur de carte à puce, un logiciel embarqué pour produire la signature. Autant vous dire que ce type de signature ne se déploie pas dans le grand public. C'est réservé à des professions réglementées, des notaires, des avocats, c'est réservé à des administrations qui peuvent déployer ça facilement. Mais aujourd'hui, voilà, ce type de niveau, vous ne l'avez pas. Vous l'avez peut-être dans certains pays qui ont réussi à déployer une carte nationale d'identité. Et encore, aujourd'hui, l'usage dans ces pays-là, il est très très bas. Quand vous prenez l'Allemagne, quand vous prenez la Belgique, quand vous prenez l'Espagne, il est vraiment très bas.
Parce que, comme je le disais, c'est très intrusif. Vous devez déployer sur les postes clients des applications de signature. Jusqu'à présent, il y avait un moyen avec les applets Java de pouvoir signer encore facilement. Il faut savoir que Oracle a arrêté le support des applets Java. Donc les browsers comme Chrome ont arrêté. Et d'ici fin 2016, que ce soit IE, Firefox, les applets Java, fini, vous ne pourrez plus les utiliser. Donc vous serez obligé d'installer des logiciels. Et c'est très intrusif. Quand vous devez déployer des millions d'utilisateurs avec des PC, des OS différents, courage. Donc c'est pour ça que le règlement IDAS est arrivé, et on en parlera, je pense, après. On va même en parler tout de suite. La transition est toute faite pour effectivement faire un petit focus sur l'IDAS dont il est question de plus en plus. Juste un slide avec les tablettes. Étienne, tu veux... il a tout fait ma présentation en fait. Non, pas encore. Presque. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la réglementation européenne, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un règlement qui est arrivé, qui est maintenant applicable, donc à tous et à tous les pays européens, qui s'appelle le règlement EIDAS, qui définit ce que c'est que des services de confiance. Et notamment, pour ce qui nous concerne, ce qui définit ce que c'est que de la signature électronique. Donc ça reprend beaucoup d'éléments qui existaient déjà et qui étaient déjà présents dans le droit français, je dirais, avec la signature électronique qualifiée et les certificats qu'on appelait RGS 2 étoiles ou 3 étoiles dans le monde, disons, franco-français, puisque en fait on reprend pas mal de termes. Ça précise beaucoup d'éléments sur ce que c'est qu'un prestataire de services de confiance, c'est-à-dire un fournisseur de certificats électroniques, en gros, ce qu'il doit respecter, les contraintes qu'il doit mettre en place, les conditions d'exploitation qu'il doit mettre en place, etc., pour sécuriser l'ensemble de ses fonctions. Il faut bien être conscient qu'effectivement, on n'est pas en train de s'amuser avec ce genre de choses, on est en train de gérer de l'identité numérique, certes, mais quand même de l'identité. Donc l'identité, ça permet de passer les frontières, ça permet d'acheter des choses, ça permet de faire des signatures électroniques, de signer des contrats ou des choses avec un enjeu qui peut être important. Donc cette réglementation EIDAS a vocation de réglementer tous ces éléments-là et notamment d'essayer de normaliser les usages et les conditions de sécurité qui sont mises en place dans tous les pays européens. Pour ça, notamment être en capacité, par exemple, de signer un document électroniquement dans un pays à l'autre bout de l'Europe, pour que cette signature électronique puisse être utilisée et reconnue en France lorsque elle est présentée, par exemple, à une administration française et que donc juridiquement elle soit complètement applicable d'un pays à l'autre en transborder. Donc ça, c'est, je dirais, les grands basiques de EIDAS. Et donc, ce que Étienne vous expliquait tout à l'heure, il y a, grosso modo, on parle de 3 niveaux de sécurité, je dirais, dans la signature électronique. La signature électronique la plus simple, basique, on va dire, qui est finalement le processus cryptographique qui est mis en place lorsqu'on fait une signature électronique. On parlait tout à l'heure d'empreinte. On prend un document, on calcule son empreinte et on fait un chiffrement dessus. Donc ça, c'est le basique de la signature électronique. C'est cryptographiquement pas remis en cause aujourd'hui, si tant est qu'on utilise des algorithmes assez puissants, mais aujourd'hui on a encore tout ce qu'il faut. Par contre, ça ne garantit pas l'identité de la transaction. Enfin, en tout cas, ça ne fait pas l'association entre la signature elle-même et l'identité de la personne qui a fait cette signature. Et donc, ça n'assure pas ce qu'on appelle la non-répudiation, c'est-à-dire l'association entre l'identité de la personne qui a signé et le document. Disons que cryptographiquement, ça le fait, mais ça ne le fait pas techniquement, parce que, typiquement, l'identité du signataire n'est pas dans la transaction. Donc, en fait, des organismes internationaux comme l'ETSI ont défini des formats de signature qui sont plus évolués, qu'on appelle la signature avancée, et donc qui embarque dans la signature elle-même des éléments de preuve,
comme le certificat électronique du signataire, comme différentes caractéristiques de la signature, la date, l'horodatage de la signature typiquement, pour dater exactement la signature. C'est ce qu'on appelle la signature électronique avancée. Et aujourd'hui, c'est complètement normalisé avec des formats qu'on appelle CADES, XADES et PADES, qui sont communément utilisés par l'industrie. Ça existait déjà avant EIDAS. C'est en train d'être remanié, je dirais, et précisé avec EIDAS pour garantir une certaine interopérabilité entre les formats, puisque dans une norme, vous savez qu'il y a des normes qui sont toujours très importantes et très larges, et donc avec beaucoup de cas d'usage. Et les organismes internationaux s'appliquent à restreindre, je dirais, ces cas d'usage pour qu'ils soient le plus interopérables possible, et justement qu'on puisse vérifier une signature qui soit signée ou produite à l'autre bout de l'Europe d'une certaine manière. Et donc le dernier niveau de signature, c'est ce qu'on appelle la signature qualifiée. Et en fait, le contexte, ça ne va rien être d'autre qu'une signature électronique avancée avec des conditions un peu différentes qui sont d'utiliser un certificat électronique qui, lui, est aussi dit qualifié. Et donc, dans ce cas-là, en fait, c'est juste la qualité de l'identité du signataire qui change et qui est, elle, du coup, qualifié, effectivement, c'est-à-dire qu'il y aura eu un face-à-face avec la personne, l'opérateur de confiance, l'autorité de certification pourra garantir à 100% que derrière ce certificat, il y a bien une personne physique, qu'on a vérifié son identité en présentant ses papiers d'identité régaliens, etc., etc. Donc c'est du coup, à partir de là, qu'on peut mettre en place de la signature qualifiée, qui n'est rien d'autre que de la signature électronique avancée avec un certificat qualifié. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a introduit EIDAS sur cet aspect-là? Eh bien, en fait, notamment, au-delà de préciser ce que doivent faire les opérateurs de confiance pour ce qui est de l'identité, etc., bon, ce que nous, on connaissait déjà et ce qu'on appliquait déjà avec le RGS en France, là, on le précise au niveau de l'Europe et finalement, on retrouve un petit peu les mêmes exigences que ce qu'on avait dans le RGS. Mais donc, au-delà de ça, jusqu'à présent, la signature qualifiée, le seul cas d'usage qui était autorisé, c'était d'utiliser une carte à puce pour stocker ce certificat. De telle sorte que, en fait, comme vous le connaissez avec votre carte bancaire, pour prouver que la personne, disons, qui signe est présente au moment de la signature, bah, vous avez besoin de saisir votre code PIN, c'est-à-dire le code qui débloque l'usage de la clé privée qui est stockée dans la carte à puce. Donc, et c'est le seul moment, disons, en saisissant ce code PIN, qui permet de faire l'association entre la personne et l'identité de la personne, la réelle présence de la personne au moment de la signature. Donc, ce qu'a introduit EIDAS, c'est la capacité de faire de la signature qualifiée en mode serveur. C'est-à-dire, en fait, finalement, sans rendre obligatoire l'utilisation d'une carte à puce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer typiquement des serveurs qui seront faits d'une certaine manière pour en fait garantir quand même que la présence de la personne et l'acceptation d'une personne associée à la signature électronique, à l'acte de signature, moyennant ces conditions de mise en œuvre qui devront être précisées et correctement appliquées, eh bien, on pourra faire de la signature qualifiée en mode serveur. Ce qui, relativement au thème de cette présentation, est très intéressant, puisqu'effectivement, ça va permettre d'envisager des applications, typiquement des applications web, ou des applications sur tablette, ou des applications sur téléphone mobile, mettant en œuvre toujours des certificats électroniques, malgré tout, qui devront quand même être qualifiés. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura quand même eu un face-à-face et une vérification d'identité au préalable pour délivrer ce certificat, mais moyennant ces conditions-là, on pourra quand même mettre en œuvre ce certificat électronique qui sera plus stocké dans une carte à puce, mais qui sera stocké en standard, en centrale, dans un service centralisé en mode web, et c'est ce qu'on appellera à ce moment-là le serveur de signature. Voilà. Donc, c'est très intéressant pour déployer des nouveaux cas d'usage. EIDAS, c'est aussi une opportunité en termes de business pour développer des services, je dirais, au niveau européen, dans ce cadre-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait un autre slide ou pas, finalement. Non, on l'a enlevé ou... Oui, alors, en synthèse, hein, l'intérêt, effectivement, c'est donc qu'il n'y a plus besoin de
de déployer des cartes à puce au niveau des utilisateurs, hein. Donc on peut imaginer des applications de signature électronique en mode SaaS, typiquement, tout en respectant un niveau de sécurité qui, lui, sera garanti par votre fournisseur et garanti par le fournisseur de services de confiance, finalement, qui est un professionnel du système et qui appliquera des conditions de sécurité optimum. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, je dirais que l'avantage légal, du coup, c'est qu'on aura l'équivalence de la signature électronique, avec cette signature qualifiée, on pourra effectivement être avec une validation juridique pleine de cette signature électronique sans les contraintes de déploiement de la carte à puce. Un dernier slide pour vous présenter d'un point de vue technique, ce que ça peut impliquer. Ça sous-entend malgré tout qu'il y a certains prérequis qui restent, hein, qui sont l'APKI qui produit les certificats électroniques. On fournit toujours des identités électroniques, hein, donc l'idée c'est de conserver ça et de s'inscrire dans cet écosystème qui existe déjà d'opérateurs de confiance qui vous délivrent des identités numériques. Donc l'APKI produit les certificats. Des autorités d'horodatage également qui vont timestamper, qui vont horodater les transactions électroniques pour en garantir l'heure, pour en garantir le moment au moment duquel s'est passée la transaction. Et ces solutions vont exploiter en fait des équipements matériels de sécurité, ce qu'on appelle des HSM, des Hardware Security Modules, qui vont stocker de manière sécurisée vos clés, les clés privées de signature qui seront générées dans ces HSM, dans ces équipements crypto, pour en garantir la confidentialité, en garantir la protection le long de la vie de la signature. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter par rapport à la signature avancée et donc qualifiée, et EIDAS, les apports de EIDAS. Merci. Merci. EIDAS, vous en parlez au futur, mais est-ce que c'est déjà applicable? Quelles sont les échéances par rapport à ça? Alors, effectivement, le EIDAS est d'ores et déjà applicable. Sur le domaine de la signature, il y a eu un petit délai qui est lié au fait que le cadre documentaire, je dirais, applicable n'est pas encore complètement bouclé. Donc, en fait, les formats de signature notamment applicables, ne sont pas encore tout à fait bouclés, même s'il y a quand même des normes en version draft qui existent, etc., et qui peuvent être implémentées par les fournisseurs. Aujourd'hui, formellement, la façon de valider techniquement certains produits passe par des étapes de certification des produits. Pour certifier ces produits, il faut avoir des référentiels techniques qui ne sont pas encore tout à fait publiés aujourd'hui. Mais fonctionnellement, l'ensemble des gros modules existent et il faut rentrer dans le détail technique, je dirais, de certains éléments qui ne sont pas encore complètement figés. Merci. Alors, on vous a mis le slide de fin, mais en fait, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Surtout, si vous avez des questions. Y a-t-il des questions parmi vous? Oui, je vois une main se lever ici et une autre ici. On commence par là-bas, s'il vous plaît. Le micro arrive. Monsieur, merci. Bonjour Moïse Sen, j'ai apprécié votre présentation, par contre elle était principalement axée sur le privé. J'aurais aimé savoir si vous avez des expériences de déploiement de tablettes Wacom dans le public, notamment interfacées avec des e-parapheurs, parapheurs électroniques, et éventuellement avec déclenchement de clés RGS 2 étoiles. C'est peut-être Thomas qui va reprendre le micro pour répondre. Oui, merci. En revenant à la tribune, s'il te plaît. Si Worldline a peut-être des cas particuliers, mais sur le domaine administration publique, on a vraiment un exemple valable, c'est les notaires de France. Les notaires de France ont fait le choix de passer à la signature électronique, et donc ça, c'était leur projet stratégique en 2008 pour faire l'acte authentique numérique. Donc ils sont en cours de déploiement, hein, je crois qu'ils sont déjà aujourd'hui à 70% des offices qui sont équipés. Le cas particulier des notaires étant des représentants de l'État, hein, assermentés, ils ont leur clé, une clé de signature électronique, et ils sont à même à pouvoir valider qui est en face d'eux sur présentation d'une carte d'identité, tout simplement. Et là, effectivement, la signature manuscrite est relativement basique, puisque
On va dire c'est juste l'acte qui est resté là pour garder cet acte spécifique de signer un document important, mais c'est surtout la signature électronique du notaire qui fait foi et qui a l'aspect juridique le plus fort, bien entendu. Oui, je voulais vous demander, en termes de signature qualifiée, est-ce que ça peut remplacer l'équivalent d'une authentification forte, équivalent OTP, ou pas? Excusez-moi. En fait, vous avez parlé de signature qualifiée. Est-ce que ça peut remplacer une authentification forte, équivalent OTP, d'un OTP physique, ou pas? Alors, c'est plus que ça, en effet. La signature qualifiée, le principe de base, c'est que vous avez identifié au préalable, en face à face, le signataire pour lui distribuer un certificat dit qualifié. Donc, la partie authentification forte, vous avez le plus haut niveau à ce niveau-là. D'accord? Et ensuite, quand il utilise son certificat qualifié, il a une clé privée qui est aujourd'hui stockée dans la carte à puce. Demain, sera stockée sur côté serveur. Et en fait, avec la carte à puce, il va taper un code PIN pour le déclencher. Donc, il n'y a que lui qui peut l'avoir, parce qu'il possède la carte, il connaît le code PIN. Et quand ça sera côté serveur, les spécifications techniques sont en cours d'écriture en ce moment, et ça discute entre les États membres pour définir le bon niveau de sécurité. Et donc, on a, nous, imaginé une solution par rapport au dernier texte draft des spécifications techniques avec qui on échange. Donc on échange avec les organismes type ANSSI en France et équivalent dans les autres pays pour montrer si cette procédure pour aller donner le seul contrôle à l'utilisateur de sa clé privée qui est côté serveur est valable pour ces organismes-là, si le niveau de sécurité est bon. Donc à terme, on n'utilisera plus d'OTP physique, par exemple. Donc... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais enfin, la grande particularité de la signature électronique, c'est qu'elle s'applique à un document. Une authentification OTP, ça va vous donner l'accès à une application pour faire quelque chose, etc. Donc c'est un point d'accès. Vous vous authentifiez vis-à-vis d'une appli pour accéder à un service. La signature électronique qualifiée, elle a cette particularité d'associer l'identité de la personne à un document. Donc, elle authentifie la personne vis-à-vis du document et elle est inscrite avec ce document dans la signature associée à ce document. Donc, quelque part, on va retrouver l'authentification forte, je dirais, de l'utilisateur, notamment dans les cas que j'ai expliqués à la fin sur de la signature qualifiée en mode serveur, puisque finalement, la problématique, c'est d'authentifier correctement l'utilisateur lors de son acte de signature et de recueillir l'accord de l'utilisateur dans la signature du document associé. Donc effectivement, on peut associer, je dirais, des mécanismes d'OTP à ce moment-là, et c'est effectivement ce qu'on va pouvoir proposer dans nos solutions pour mais la problématique, ce sera en plus d'associer le document en plus de l'identité de la personne pour avoir une traçabilité parfaite et non discutable entre le document, la personne et son identité, tout ça dans la signature électronique en même temps. Je peux compléter un petit peu, si vous voulez, sans dévoiler la chose. C'est en effet, l'OTP, ça va être un des moyens pour capturer le consentement de la personne. C'est pas le seul. Et après, tout seul, en effet, le niveau de sécurité, il est à valider pour voir si ce seul moyen est suffisant pour débloquer la clé privée côté serveur. Certainement non, ça ne sera pas suffisant. Donc il y a d'autres moyens de passe-phrase, etc. Il y a différents mécanismes d'applications qu'on pourrait télécharger avec un enrôlement fort. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre dans ces signatures électroniques, c'est pas tellement l'algorithme de signature, la technologie, etc. C'est le fait comment vous pouvez assurer que c'était bien la bonne personne en face. Donc le début et l'enrôlement, c'est vraiment la clé de tout. Après, pour déclencher côté serveur et garantir que uniquement la personne peut le faire, vous avez l'imagination, vous pouvez lui donner une passe-phrase, un code OTP, un ensemble de combinaisons qui permettent d'avoir un faisceau de preuves qui dit s'il a la passe-phrase, s'il possède tel matériel, s'il reçoit tel code OTP, il y a de grandes chances que uniquement lui peut déclencher. Ça peut être une application où je m'enrôle, je télécharge sur mon smartphone et en fait, quand je veux signer quelque chose, je suis notifié
sur mon smartphone, sur donc un deuxième device. Je dois taper un PIN code pour réveiller cette application et autoriser le serveur web à signer sur mon PC, par exemple, ou sur ma tablette. Donc différents moyens technologiques permettent de croiser différents appareils. Aujourd'hui, c'est vrai que la tendance dans le monde de la démat, etc., des transactions, et de l'identité également. Le téléphone, aujourd'hui, tout le monde possède de plus en plus un smartphone avec des applications. Donc voilà, c'est une des solutions technologiques qui est étudiée pour permettre de s'identifier. Il y a les opérateurs telco, il y a les fournisseurs de cartes à puce qui sont également dans les puces des appareils téléphoniques, qui essayent de se positionner en termes de fournisseurs d'identité. Donc voilà, c'est un des moyens technologiques également qui pourra être utilisé. Juste pour terminer, dans beaucoup de cas, c'est utilisé pour les applications web, hors téléphone. Et souvent, l'application web est accessible depuis un poste de travail. Et souvent, les utilisateurs, ils n'ont pas les droits d'installer des applications complémentaires sur leur poste. Donc ce sera pris en compte En fait, les applications... donc là, vous parlez plutôt d'un monde B2B où c'est des employés à l'intérieur d'une entreprise qui ont le droit ou pas le droit, avec des postes qui sont hyper sécurisés, on ne peut rien installer, etc. Donc en effet, là, il y a un déploiement spécifique à mettre en place. Maintenant, une application web de signature électronique telle qu'on l'a fait ou telle qu'on peut l'imaginer, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur le poste. Donc par contre, il y aura la partie enrôlement. Et c'est là, cette partie enrôlement-là, où le face-à-face devra être fait et qu'il faudra regarder pour pouvoir avoir l'utilisateur enregistré côté serveur de manière sécurisée et forte. Il y a encore 2 mains levées, on va peut-être même 3. On va donc essayer d'avoir des questions courtes et des réponses courtes aussi, parce que le timing est à peu près épuisé. Bonjour, Olivier Durier. Question courte, réponse courte, j'espère aussi. Le face-à-face dont vous parlez pour la signature qualifiée, est-ce qu'il est obligatoirement physique ou est-ce qu'il peut être virtuel? Alors aujourd'hui, dans le texte du règlement européen, il est marqué il faut un face-à-face physique ou équivalent. Aujourd'hui, les États membres ont des points de vue différents. En France, la NSSI n'est pas pour faire autre chose que du face-à-face physique. D'autres pays comme la Suisse, comme l'Allemagne, permettent de faire de l'équivalent à face-à-face physique avec des opérateurs, avec des webcams, en présentant, en montrant sa tête, en répondant à des questions, en montrant ses pièces d'identité. La Suisse a déployé des services comme ça. L'Allemagne également, il y a des opérateurs, des niche players qui se mettent en place. C'est un équivalent face-à-face physique. Et là, en France, j'en ai discuté avec l'ANSSI, ils estiment que un point clé qui est le libre consentement n'est pas certain d'être garanti dans cette période-là. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un avec un pistolet qui force la personne à dire oui, je suis d'accord pour signer ou pour m'enrôler? Bon voilà, voilà, on en est à ce niveau-là de discussion pour le remote. Par contre, d'autres pays essayent de développer ces aspects-là. Demain, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où une signature ou une authentification qualifiée sera admise dans un État membre, elle sera automatiquement applicable dans un autre État membre. Et donc, d'un point de vue économique et business, si on se laisse déborder et dépasser par la droite par des systèmes moins sécurisés et qu'en France on met la barre trop haut, on va se retrouver débordé également. Et si on la met trop bas, on va perdre la confiance dans l'économie numérique. Donc voilà, c'est le duel à remplir. Merci. Une ultime question. Merci. Une question pratique. Une personne qui utilise aujourd'hui sur un token un certificat et la signature se fait en classe 3 avec l'applet Java. En transformation, qu'est-ce qui va se passer voilà, dès lors qu'on passe à la signature serveur pour cet utilisateur qui avait le sentiment qu'il détenait par devers ses doigts le certificat et c'est ça qui assurait sa sécurité mentale? Il faudra quand même prévenir l'utilisateur qu'il n'est plus tout à fait dans le même contexte, pour être honnête. La confiance, ça se mérite. Donc, effectivement, on en revient un petit peu à la question précédente. On utilisera peut-être le même token pour faire de l'authentification de l'utilisateur, de l'authentification forte, et pour lui permettre d'utiliser sa clé privée qui, elle, sera dans ce cas-là stockée en centrale. Donc, il faudra aussi, je pense, prévenir quand même l'utilisateur que sa clé est stocké en centrale, mais que lui seul peut l'utiliser une fois qu'il aura donné son consentement applicable. Donc c'est effectivement, quand on passe de l'un à l'autre, il faudra accompagner ce changement-là auprès des utilisateurs, c'est clair. Bonjour.
Pour rebondir sur la question de monsieur, sans parler de Secure Element, aujourd'hui les utilisateurs vont utiliser des technologies comme le cloud personnel et la blockchain. Donc on pourrait très bien envisager que le certificat digital soit sur la blockchain et que l'utilisateur garde la clé correspondant à cette blockchain sur son cloud personnel. Pour quelle raison ne pas évoluer plutôt vers ce type de solutions qui seraient encore des solutions e-signing, mais où l'utilisateur a la donnée avec un tiers de confiance décentralisé et une donnée qui reste en sa possession? Si vous cotisez à la FNOR, vous pouvez aller discuter avec les gens de l'ETSI de ce point-là. Je pense que, aujourd'hui, déjà, le fait de passer dans un mode serveur centralisé, signature centrale, est déjà une étape supplémentaire par rapport à la signature avec carte à puce pure. Donc là, on a passé déjà une première étape. Là, vous vous êtes demandé de passer une étape de plus, qui n'est pas illogique et qui a du sens, mais qui, pour l'instant, je pense, n'est pas encore dans les idées des personnes qui normalisent. Donc, c'est votre point de vue. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est encore des technologies qui restent à être mises en œuvre et expérimentées plus largement, je pense. Bonjour. On a DRDR avec monsieur au fond, s'il vous plaît. Donc on a beaucoup parlé de sécurité, de la technologie. Et, monsieur Plouvier a aussi abordé une question que j'aurais posée différemment s'il n'avait pas déjà traité le sujet. Mais je pense on n'a pas beaucoup parlé non plus sur la version remote qualified signature de la nécessité finalement de contraindre les cas d'usage pour faire face justement aux usurpations d'identité et finalement au carnage que ça pourrait être si on cadrait mal la chose avec potentiellement demain France Connect qui ouvrira la voie à tout un tas de services et prestations autour de cette technologie centrale. En fait, ça repose, comme je disais au début, quand vous devez faire un sujet de signature électronique, de démat, etc., une première chose à faire, c'est de vous entourer avec des experts juridiques, avec des experts fonctionnels, pour définir votre cahier des charges, pour définir la catégorisation de vos documents, la valeur et le risque que vous voulez prendre, que vous pouvez prendre, parce qu'il n'y a pas de zéro défaut. Donc, on passe en électronique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que d'un point de vue sécurité, vous allez multiplier par 100, par 1000 la sécurité vis-à-vis du papier par rapport à aujourd'hui, en termes de tromperie, de faux documents. Ça va être beaucoup plus difficile que ce qui se passe aujourd'hui en papier. Donc, ayez ça quand même en mémoire. Ensuite, vous devez définir vos catégories de documents, la valeur que vous pouvez prendre, le risque que vous pouvez prendre pour chacun d'eux, et définir à ce moment-là le niveau de sécurité que vous voulez mettre en place. Sachant que la problématique pour vous va être d'adapter le curseur entre la sécurité et la business acceptance. C'est-à-dire, au plus vous allez mettre la sécurité élevée, au plus vous allez mettre des contraintes éventuellement fortes qui font que le système risque de ne pas être utilisé. Donc voilà, c'est un niveau de risque à positionner et on positionne le bon niveau je parle du secteur privé. Hein. Si on est dans le secteur public, des actes parfaits, etc., il n'y a pas photo. Là, il faut appliquer le plus haut niveau, point barre, en fait. Hein. Mais voilà, pour le secteur privé, c'est la démarche à faire. Voilà, très bien. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci aux intervenants et merci à vous tous d'être venus.